Bonsoir, bienvenue au Centre d'Universalité. À soir, on fait une présentation de seul, François Yépa. À soir, bonsoir Daniel, encore une À soir, fois. bonsoir. À soir, on parle des handicapés. C'est-tu l'évolution des handicapés ou les handicapés? L'évolution. L'évolution. Ce qui nous intéresse surtout ici, d'ailleurs, c'est C'est tout le l'évolution. temps l'évolution. C'est jamais l'illusion qui peut paraître ou qui peut être transmise par une personne qui évolue. C'est toujours l'évolution. OK. Si on regarde que dans le fond, en tout cas pour la plupart des gens, je veux dire déjà être au monde, c'est déjà un combat pour la vie. Pourquoi certaines personnes, dont les handicapés, doivent-ils arriver avec un handicap, c'est-à-dire des moyens moindres puis des difficultés plus grandes au départ? Bon, maintenant, ce que tu me dis là, tu parles comme la majorité des personnes qui n'ont pas nécessairement conscience réellement du phénomène de l'handicap chez l'être humain. Pourquoi un handicapé a-t-il des difficultés plus grandes? Si on regarde le nombre de personnes qui se suicident en proportion, on a beaucoup moins de suicidés chez les handicapés que chez les personnes qui ne paraissent pas handicapées. Parce que les difficultés sont peut-être plus grandes pour les personnes non handicapées. C'est évident qu'une personne qui a l'impression d'être normale et qui voit une autre personne qui lui manque les deux jambes ou un bras, si elle était dans sa situation, maintenant qu'elle a bien enregistré une vie avec les bras et les jambes, elle verrait un immense problème. Mais la personne qui est dans son fauteuil roulant, souvent, son problème, c'est les autres. Rarement elle. Qu'est-ce qui fait, disons que ça c'est une chose sur laquelle on va revenir, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va naître handicapée, ou encore qu'est-ce qui va faire qu'une personne naît en santé, mais à un moment donné, suite à des événements de la vie, va devenir handicapée? Premièrement, il est bien évident que la loi, ce qu'on appelle la loi du karma, vient régir énormément les naissances de personnes handicapées. Maintenant, la personne qui naît handicapée ne naît pas handicapée nécessairement pour payer un karma qui lui est propre. Bien souvent, c'est la famille qui paie un karma et non pas l'enfant qui naît handicapé. Mais la famille va se charger d'enseigner à l'enfant qu'il est handicapé et elle va se charger de faire en sorte, inconsciemment évidemment, que celui-ci paie aussi une part du karma familial. Si tout le monde vient au monde avec seulement un bras, tout le monde est normal. Mais l'éducation fait en sorte qu'on essaie d'enseigner à être comme tout le monde. Donc, si tu viens au monde avec un bras et que tout le monde en a deux, tu devras souffrir parce que tu es anormal, ce qu'on appelle handicapé. Mais qu'est-ce qu'être handicapé? Handicapé, cela veut dire ne pas être capable de faire quelque chose, ne pas être capable d'exprimer une énergie. Ne pas être capable d'exprimer une énergie créatrice, une énergie émotive, une énergie physique, une énergie mentale, ne pas être capable d'exprimer une énergie. C'est ça être handicapé. Je veux construire, mais je n'ai pas de bras. Donc, je ne peux exprimer l'énergie intentionnelle, celle de la créativité. Je veux sourire, mais les neurones de mon cerveau font que j'ai un paquet de spasmes, donc je ne peux pas sourire. Alors donc, j'ai un handicap dans l'expression de ma psychologie. Être handicapé, c'est ne pas pouvoir atteindre son but. Et le but est motivé par une expression, par une énergie qui veut s'exprimer. Je suis handicapé lorsque je veux atteindre un 3e étage et qu'il n'y a pas ni échelle, ni ascenseur, ni escalier, et que je ne suis pas suffisamment puissant pour pouvoir escalader la maison. Je suis donc handicapé. Une personne qui ne connaît pas le travail sur un ordinateur se voit handicapée si elle a travaillé avec un ordinateur. Elle ne peut pas s'exprimer. Et le gros handicap des personnes handicapées, c'est simplement qu'eux autres ont comme première base d'éducation celui de d'essayer d'être normal. Être normal, cela veut dire être comme la majorité. Mais la majorité, la normalité, tout le peuple d'une société qui est normale, c'est le peuple qui suit, ce sont les poissons. Les sociétés sont transformées par les anormaux. Les sociétés ne sont jamais transformées par les normaux. C'est toujours les marginaux qui transforment une société, qui la rendent pire ou qui la rendent meilleure, mais jamais l'homme normal, l'homme de la rue, la majorité silencieuse.
Ce n'est pas elle qui transforme. Elle est là, et l'anormal, le marginal, de temps en temps, va être capable de dynamiser la majorité silencieuse, la masse, pour faire transformer la société. Lorsque la population du Québec décide de se séparer, ce n'est pas la population du Québec qui décide de se séparer. C'est quelques personnes qui ont réussi à manipuler cette majorité silencieuse pour faire en sorte qu'elle croit vouloir se séparer. Alors, les problèmes qu'elle ne connaissait pas, on lui montre, et on lui montre seulement les problèmes qui peuvent réussir à la manipuler, cette masse, de façon à ce qu'elle accepte l'idée d'un parti politique, par exemple. Il est de même aussi vrai pour l'inverse, c'est-à-dire qu'on va montrer d'autres problèmes pour manipuler la masse de façon à ce que cette masse ne veuille pas la séparation. La masse n'a pas de choix. La majorité silencieuse, les normaux ne font à peu près rien dans l'évolution, sinon servir la normalité, la majorité normale, la majorité non handicapée, d'après elle, ne sert que d'organe énergétique pour permettre aux anormaux de transformer le monde. Tous les soldats sur un champ de bataille sont normaux, les anormaux les dirigent. Ils sont anormaux, ceux qui dirigent parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont fous, parce qu'ils sont en relation avec des énergies sataniques comme l'était Adolphe, pour différentes raisons. Lorsque l'on a un parti politique, ce sont les anormaux qui sont au sein du parti politique. Même si eux essaient de donner l'image d'une personne tout à fait normale, elle est totalement anormale. Ce n'est pas la majorité normale qui se ramasse président d'un parti politique ou premier ministre d'un pays. C'est toujours les anormaux. L'évolution des handicapés, l'handicap n'est pas nécessairement une anormalité. Mais l'handicapé se sent déjà anormal. De même chose, les femmes se sont senties anormales longtemps, et étant anormales, parce que leur normalité était l'homme, donc elles voulaient devenir normales, elles voulaient devenir l'égale de l'homme. La femme peut complémentariser l'homme, la femme ne peut pas égaliser l'homme. Alors, la femme sera l'égale de l'homme lorsqu'elle pourra aller dans les toilettes des hommes. Hein? Bon, en attendant, comptez-y pas. Donc, Daniel, Elles sont handicapées. Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous handicapés au départ par le fait qu'on ne peut pas toujours être bien dans sa peau? Déjà là, c'est... L'homme est handicapé au départ par le fait qu'il ne peut voir clair. C'est l'handicap de l'homme. Karmiquement, un corps humain qui naît avec une malformation va simplement permettre à la normalité, aux normaux d'une société, l'handicapé, la normale qui vient au monde, va pouvoir permettre à ceux qui sont normaux dans la société de pouvoir payer un karma. Et quand je dis payer, ce n'est pas vrai. Mais simplement que tout ce que la normalité, tout ce qu'un homme ou une femme va faire dans sa vie, a toujours des effets. Et ces effets-là, si elles sont, disons, d'ordre positif, bénéfique pour la personne, elle aura à subir, elle est manipulée, elle n'a pas le choix, elle aura à subir un karma positif. Et évidemment, elle ne s'en plaindra pas. Si par contre, les effets en retour, c'est-à-dire que ce qu'elle a fait crée un remous, et ce remous lui revient, et ça lui amène quelque chose qui a un potentiel, disons, négatif, alors elle devra subir ce karma négatif. Lorsqu'on a eu des enfants qui sont venus au monde et qui avaient été, qui s'étaient développés dans une mère qui avait été suivie par des médecins et qui avait été soignée avec de la thalidomide, par exemple, pour guérir les nausées qui étaient inhérentes à la grossesse, ben, les enfants qui sont venus au monde, c'est des enfants qui étaient difformes au niveau des membres. Il leur manquait des bras ou des jambes ou des parties de corps. Bon, parties de membres. Qui payait un karma? Qu'est-ce que c'était le fait? Pourquoi certains enfants, pourquoi certains êtres évoluants se voient-ils à donner un corps qui est difforme, qui est handicapé? Pour rien. Absolument pour rien. Absolument pour rien. Il n'y a pas de personnalité particulière qui s'amuse à lire dans un livre pour déterminer que cette personne a commis 3 meurtres. Alors elle va donc naître dans un corps pas de bras pour qu'elle ne tue plus. C'est ridicule. Parce que penser comme ça serait simplement de dire que, bon, tu as commis tel péché et tu vas renaître dans un corps difforme. Et ta famille paiera.
Parce que c'est la famille qui va avoir à t'accueillir. C'est la famille qui va avoir à te nourrir, à t'habiller, à s'occuper de toi tout le temps que tu vas vivre. Ou c'est la société qui va devoir, à un moment donné, te supporter. Alors, le karma, c'est un karma collectif. Ce n'est pas un karma privé, un karma individuel. Et pourquoi c'est un karma collectif? Simplement parce que chaque fois qu'on a une naissance handicapée, c'est toujours le résultat d'une transformation dans la génétique, transformation qui a été occasionnée dans un laps de temps par les mouvements des hommes normaux. Alors, si tu prends un médicament qui transforme ton enfant, c'est que la société a accepté de mettre sur le marché un médicament qui n'avait pas suffisamment été étudié. Et la société se voit poursuivie par les familles, et les familles ont des problèmes, et c'est un karma collectif. Vous vivez dans une société, automatiquement, vous allez devoir subir, c'est-à-dire vivre avec le karma de la société. Que vous ne connaissiez pas du tout l'individu qui a créé ce karma ne change rien au fait qu'une personne dans la société va devoir à un moment donné soulager ce karma, c'est-à-dire prendre des vibrations négatives et devoir les absorber. Donc, elle n'existe plus dans l'éther astral karmique, elle a été absorbée par un être humain. L'être humain va subir le karma ou va transformer ce karma en leçon. Quel que soit un événement, il laisse des traces dans l'astral. Et dans l'astral, ces traces se promènent au gré des vents astraux et des vents matériels, les courants d'air. Et lorsque ta vibration psychologique, physique va faire en sorte que tu vas attirer tel genre d'énergie, tu vas attirer une énergie karmique qui a été occasionnée par un individu ou par une masse d'individus à un moment donné. Alors, ce qui fait que si dans ta famille ou si toi tu viens au monde handicapé, ce n'est pas parce que toi, dans une vie antérieure, tu as commis certaines choses, tu as occasionné des remous dans l'éther éthérique de la forme astrale. C'est simplement parce que dans l'endroit où tu viens au monde, il y a un karma, et ce karma doit être absorbé par la population, par les hommes et les femmes qui vivent dans cette société où le karma a été créé. Alors tu viens au monde et tu as une maladie. Les personnes qui naissent handicapées sont toujours des personnes qui ont été transformées lors de leur gestation par des médicaments, par des drogues, par des habitudes, par des accidents ou par la génétique. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, va être sourde, mais elle peut être sourde parce que dans les lignées génétiques des parents, on a des facteurs qui sont récessifs, qui ne paraissent jamais, de surdité, de malformation de l'oreille interne, par exemple. Et à un moment donné, ces facteurs génétiques se rassemblent et vont donner la naissance d'un enfant qui va être sourd à la naissance. Mais ce n'est pas parce que l'âme, parce que l'esprit qui vient habiter ce corps a un karma à payer que le corps est handicapé. Et un esprit qui est hautement évolué ne choisit pas nécessairement un corps hautement évolué pour pouvoir apparaître. C'est-à-dire qu'il va prendre un corps hautement vibratoire, mais le corps hautement vibratoire peut quand même avoir des lacunes physiques. La vibration moléculaire de chaque atome d'un être humain n'a rien à voir avec la mémoire génétique de l'être humain, une mémoire, disons, très localisée sur certaines parties de son organisme. Tu viens au monde et tu es aveugle. Ça ne regarde rien à l'évolution de ton cerveau si ta maladie ou si encore le fait que tu ne vois rien est lié à tes yeux. Tu vas naître, il te manque un bras. Cela n'a rien à voir avec le degré d'évolution de l'entité qui va habiter le corps. Ça veut-tu dire à ce moment-là, mettons, la personne aveugle, comme tu parles, que son taux vibratoire des autres cellules peut être assez haut, mais au niveau de l'œil, il n'est pas suffisamment haut? Il est suffisamment haut, mais la mémoire génétique qui donnait naissance à l'œil est une mémoire qui était fautive. Donc, l'œil va apparaître dans la corporalité, dans la forme, avec une lacune, c'est-à-dire que ce n'est pas une lacune, mais avec une anormalité par rapport à la normale. Si une personne naît avec une anormalité qui lui permet de voir à travers les murs, alors on la trouve chanceuse. Mais c'est la même erreur, si on pourrait dire génétique, que l'homme qui vient au monde avec un œil qui ne lui permet pas de rien voir. Il est aussi anormal. Et l'on pense, nous,
qu'une personne qui naît avec un corps puissant au niveau de la musculature a un certain genre d'évolution à suivre. Et la personne qui vit au monde avec un corps qui n'a presque pas de musculature, c'est une personne qui karmiquement doit payer ou une personne qui doit souffrir pour pouvoir apprendre d'autres choses, ou etc. Ce sont des explications qui nous rassurent ou qui nous satisfont, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. L'handicapé sur la planète ne fait qu'absorber le karma de la collectivité. Il ne fait rien d'autre que comme handicapé. Il a une forme d'évolution similaire à l'évolution individuelle de la normalité, mais son rôle d'handicapé, ce pourquoi il est handicapé, c'est simplement pour pouvoir recueillir, porter le poids du karma des autres sur ses épaules. Un individu qui est gaucher est handicapé. Et parce qu'il est handicapé, on s'est efforcé de transformer le normal en le forçant à devenir droitier. C'est un tort de la société, de l'éducation, mais il était handicapé parce qu'il était anormal. Mais dans la réalité même des choses, son évolution n'était pas handicapée. Et l'handicap réel est lorsque l'évolution se voit handicapée, et non pas lorsque l'illusion, lorsque l'apparence du résultat ou de l'efficacité d'une personne a l'air handicapée. L'handicap réel ne réside pas dans un handicap corporel. Si le cerveau est complètement bousillé, il n'y a pas d'handicap dans l'évolution parce qu'il n'y a pas d'évolution chez l'individu. Si l'individu a un cerveau normal, mais qu'il a un handicap autre que cérébral, cela n'a rien à voir avec l'évolution. Il évolue au même rythme, selon les mêmes lois que tous ceux qui sont supposément normaux. Mais il aura évidemment à surmonter d'autres problèmes. Tu t'en vas avec ton automobile, tu as un accident et tu deviens handicapé. Soit que tu paies le karma de la collectivité, soit que tu paies un karma qui t'est donné à toi. Tu paies le karma de la collectivité lorsque le système ambulancier n'est pas approprié et donc régi par la collectivité. Tu vas être rendu infirme lors de ton transport, lors de ton immobilisation dans l'automobile, lors de ta désincarcération de l'automobile, ou tu vas devenir handicapé suite au traitement que tu vas subir à l'hôpital. Donc, tu vas payer pour la collectivité. Et c'est normal que l'homme qui vit dans une société paie pour la société. Vous payez tout le monde des impôts, du moins la majorité. Certains essaient évidemment de ne pas en payer. À un moment donné, ils payent pour d'autres. Pourquoi vous payez ces impôts? Vous donnez une dîme, vous donnez un impôt pour permettre à la Sûreté du Québec de s'occuper de la campagne à Rouyn-Noranda. Et ça ne vous regarde pas du tout. Mais on vit dans une société qui s'appelle, disons, le Québec, et plus grande qui s'appelle le Canada. Et même si ça ne nous regarde pas, on doit payer pour fournir tout l'ensemble de la collectivité. Et ainsi, si j'ai besoin de la police que les autres paient vient chez moi. Si il y a un glissement de terrain dans ma localité, dans ma région, dans mon petit village, et que l'armée, les forces armées canadiennes viennent me protéger contre les pillards, j'ai toujours payé pour les forces armées canadiennes. La collectivité du Canada paie pour ce service, et là, mes personnes en ont besoin. Mais lorsque tu en as besoin, le karma positif vient à toi et tu es protégé. Mais ça, tout le monde est d'accord. Mais personne n'est d'accord lorsque c'est l'inverse. Lorsque tu te fais ramasser par le karma négatif de la société. Tu vis dans une société, tu veux bénéficier des belles choses de la société. Et tu vis à l'intérieur, tu es régi par les lois de la société et tu devras automatiquement bénéficier de tous les karmas de la société, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Tu as un accident. C'est la police qui te transporte. Les policiers ont toujours été agréés à faire du transport médical, transport ambulancier. Ce qui, dans certains milieux, s'appelait du transport de viande, étant donné les méthodes employées. Tu as un accident, tu as une lésion cérébrale, disons, au niveau cervical. Et les personnes qui viennent te secourir ont appris plusieurs choses sur les lois qui régissent le secours public. Alors, refus de porter
assistance à une personne en détresse, c'est passible, c'est criminel. Alors tu vas l'aider. Et si tu commets la moindre faute, ben, dans tout le brouhaha, personne ne le sait. Mais légalement, c'est illégal aussi de commettre une faute, mais c'est illégal de ne pas essayer. On a une loi canadienne qui dit que de faire quelque chose qui ressemble à un acte médical, c'est une loi québécoise, pardon, une loi provinciale, c'est illégal. Et on a une autre loi qui, elle, est fédérale, qui dit qu'une personne qui ne fait pas tout ce qu'elle peut pour porter assistance à une personne en détresse est illégale. Alors donc, dans le même territoire, si tu aides, t'es illégal, si tu n'aides pas, t'es illégal. Si tu es blessé et qu'il t'arrive quelque chose suite aux lois qui régissent notre société, tu seras un autre individu qui aura à payer le karma de la société. Pour ne pas payer le karma de la société, aucun problème. Vous vous sauvez sur une île déserte, et puis vous payez le karma de l'île déserte. Vous n'aurez plus de bombes nucléaires sur la tête, vous ne vous ferez pas violer le soir, vous ne vous ferez pas enlever, vos enfants, là, il ne leur arrivera rien, mais vous n'aurez pas non plus le service que la société amène sur votre île déserte. Mais vous allez être exempt du karma de la société, mais vous n'aurez pas non plus le karma positif de la société. Et l'homme qui évolue est un homme psychologique qui ne veut que le bien pour lui et le mal qu'on essaie de le parachuter au Bangladesh ou ailleurs. Mais c'est d'ailleurs ce qui arrive. On a des populations entières sur la planète. Quand on parle des handicapés, on parle évidemment de nos propres handicapés, parce que les handicapés des autres, on s'en balance. Mais on a des populations entières qui sont handicapées. Une population handicapée, une race d'handicapés. Elle doit absorber le karma de la planète pour permettre à une autre race d'anormaux, mais non handicapés, une race comme le Québec entre autres, de pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux. Et notre karma négatif est donc absorbé par d'autres populations. Dans la société, c'est la même chose. Si on a une personne, si on a des enfants qui se font enlever ou qui se font massacrer, c'est le karma de la société que ces enfants-là vont avoir à payer, et c'est le karma de la société que les familles vont avoir à payer, et c'est le karma de la société que les individus qui vont commettre ces actes vont avoir à payer, parce qu'ils sont manipulés, eux autres aussi. Et parce qu'il se passe quelque chose dans le genre, on a donc une évolution sociétaire où, à un moment donné, on va essayer de régler ce problème, on va essayer de faire en sorte que nos enfants ne se fassent plus enlever. Mais on va transposer le problème, le karma sociétaire est énorme, et on devra continuer. Qu'est-ce qui fait toujours que tu as un accident d'automobile, et suite à ton accident, mais non pas suite à l'accident, mais suite à la manipulation, suite à l'accident, tu deviens handicapé. Alors, je me présente sur les lieux, je veux te sortir de l'auto parce que, bon, pour un paquet de raisons, et je mobilise ta colonne, je sectionne ta moelle épinière. Évidemment, on ne pourra jamais prouver que la section n'a pas été faite lors de l'impact. Donc, il n'y a rien dans la société qui va pouvoir dire que si on améliorait les services médicaux d'urgence, il y aurait amélioration du sort des personnes qui subissent un accident. On ne peut pas penser ça parce qu'on ne peut jamais savoir si c'est arrivé lors de l'accident ou lors de la manipulation. Alors, pendant longtemps, la société va permettre une chose, et le public ne dit rien parce que le public considère qu'un service en vaut un autre. Parce que le public ne connaît pas, et le public, il est normal. Certains anormaux vont essayer de voir plus loin. Certains anormaux qui sont dans le domaine médical vont essayer de vous pousser plus loin. Et à un moment donné, on va instaurer de nouveaux services, et c'est la société qui devra débourser, la société qui devra payer. Si on regarde dans la région métropolitaine, on a le service d'urgence santé, qui est financé par la population du Québec. Mais seuls ceux de Montréal ont accès au service d'urgence santé, même si toute la population paie pour ce service. Et c'est un problème au niveau de karma provincial. Présentement, la majorité des personnes vivent dans la région du Montréal métropolitain, mais ceux qui vont financer Urgence Santé à Montréal sont de la population du Québec en général, et eux n'ont pas le droit à ces services-là. Eux ont le droit à du transport de viande sur les lieux des accidents. Eux autres ont le droit d'avoir un accident dans le parc de la Vérandrie, et quand l'ambulance arrive sur les lieux 3 heures après l'accident, ils découvrent une personne agonisant qui est recouverte de mouches noires et de maringouins, parce que ça bouffe du sang. Alors, si tu remarques que le karma de cette personne, ben, elle absorbe le karma de la société. Parce qu'avant qu'une personne pense qu'elle est suffisamment anormale
pour pouvoir aller aider l'accidenté, ben, ça peut prendre plusieurs voitures. Et avant qu'une personne se considère suffisamment anormale pour donner l'alerte, ça peut prendre encore plusieurs voitures. Et avant que, parce que le processus marche de cette façon, qu'un autopatrouille de la sûreté arrive sur les lieux pour constater qu'il faut une ambulance et que l'ambulance parte à l'autre bout du parc pour venir aider et qu'après on doit le transporter à l'autre bout du parc à un hôpital, bien évidemment, il y a un problème sociétaire. Il y a un problème géographique, mais il y a aussi un problème sociétaire. Et lorsque tu as un handicap suite à un événement qui n'est pas régi par ta propre volonté, on va revenir sur cette volonté, c'est toujours parce que tu es assujetti au karma de la collectivité que tu dois accepter parce que tu vis à l'intérieur. Si le Canada entre en guerre et qu'on mobilise la population pour aller se battre, ben, tu as vécu au Canada, tu as accepté les lois du Canada, tu acceptes plusieurs lois tant qu'elles ne viennent pas te toucher. Mais à un moment donné, si le Canada entre en guerre, tu devras faire partie des effectifs qui rentreront en guerre. Soit que tu vas te battre contre les ennemis du pays, soit que tu vas te battre contre l'armée canadienne pour ne pas aller te battre, soit que tu vas te battre contre la propre survie parce que tu vas te cacher dans les poubelles ou dans la forêt. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu devras réagir au karma du Canada. Tu vis au Canada, tu n'as pas le choix. Si les États-Unis entrent en guerre, tu es au Canada, et si le Canada ne veut pas, disons, s'embarquer comme allié, tu as la paix, mais l'Américain n'a plus le choix. Le Vietnam, c'est une chose, et les Américains qui sont morts au Vietnam et les familles qui ont perdu du monde ont payé le karma de la collectivité. Les États-Unis paient le karma, une partie du karma de la planète, entre autres. Donc, l'handicap. Si toi, tu as un accident et lors de ton accident, tu te blesses et tu te rends handicapé, tu deviens donc handicapé. Il peut y avoir plusieurs formes d'handicap si c'est un accident. Si c'est un karma qui t'est donné à toi suite à ce que tu mérites, disons. Ce n'est pas mérité en réalité. Le karma n'est jamais quelque chose que tu mérites, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait comme il faut, selon des lois qui régissent le domaine dans lequel tu vis, et automatiquement, tu as les conséquences. Est-ce que tu étais en état d'ébriété? Est-ce que tu avais un auto en bonne condition? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu t'efforces de bien conduire? Je ne veux pas dire, est-ce que tu sais que tu es bon conducteur? Est-ce que tu t'efforces d'éviter les accidents? Pas de prouver aux autres qui chauffent mal, d'éviter les accidents. Il y a énormément de phénomènes qui peuvent être placés en cause lors d'un accident. Et si toi, tu n'as rien à voir avec l'accident réellement, tu te promènes à côté du métropolitain et à un moment donné, il y a un camion qui perd un pneu en haut, puis le pneu tombe sur ton char et il t'handicape à vie, comme ça s'est vu il y a 1 an ou 2 ici. Là, effectivement, tu paies le karma de la société. Mais si tu es impliqué dans un accident, et la majorité des accidents, les personnes en sont responsables. Responsables, c'est-à-dire que tu as un accident bien banal où une personne en campagne arrête une intersection et elle veut virer prendre un petit chemin. Elle arrête et elle s'engage un tout petit peu et elle attend. Il y a une autre personne qui s'en vient face à face avec elle, aucun problème, de la place pour passer. L'autre attend que celui qui s'en vient passe. Mais celle qui est en attente, elle est déjà en train de bâtir son karma. Elle est responsable de ce qui peut arriver. Pourquoi? Parce que son char est légèrement engagé et ses roues sont braquées dans la direction où elle veut aller. La personne qui s'en vient en arrière, qui est légèrement intoxiquée par l'alcool et qui l'emboutit dans le derrière, pousse son char en plein devant celui qui s'en vient et il y a un accident avec des blessés graves et des morts. Tu ne braques jamais tes roues dans la direction où tu veux aller quand tu vires. Tu les braques dans la direction où tu devrais aller si quelqu'un te rentre dedans pour que tu n'aies pas à venir te placer devant l'autre trafic. C'est évident. On a souvent des accidents dans la région métropolitaine puis partout en campagne, simplement parce que les conducteurs et les conductrices ne prévoient pas ce qui pourrait arriver s'il arrivait ce qu'ils ne veulent pas qu'arrive. Tu as continuellement des phénomènes dans le genre. La personne va se demander pourquoi moi. Et voilà. Tu exprimes ta volonté, mais est-ce que tu as passé ta vie à te préparer à survivre à des conditions? La vie nécessite une survie. La société de l'homme amène un immense karma à l'homme qui est celui généré par la paix.
L'homme doit vivre en paix, mais l'homme ne doit pas vivre dans un contexte de paix. L'homme ne peut vivre dans un contexte de paix. Parce que si l'homme vit dans un contexte de paix, l'homme ne peut jamais arriver à bâtir la paix à l'intérieur de lui. Parce qu'il va mettre ses énergies à la construire à l'extérieur de lui. Un handicapé, est-ce qu'un handicapé vit dans un contexte de paix? L'handicapé ne vit jamais dans un contexte de paix. Jamais. Il est toujours dans un contexte où il doit survivre psychologiquement et physiquement, continuellement. Et son évolution est d'autant plus accélérée pour lui-même, même si ce n'est pas le rôle de l'handicapé d'évoluer plus rapidement, son rôle étant bel et bien d'absorber le karma de la collectivité pour permettre à ceux qui sont normaux et surtout à ceux qui sont anormaux mais non handicapés de pouvoir poursuivre leur évolution en étant débarrassés des égrégores karmiques de la société. Mais la personne qui est handicapée, la personne qui est sourde, doit survivre dans un monde qui est entendant. La personne qui est en chaise roulante doit survivre à travers le trafic. Elle doit survivre à travers les magasins, à travers les portes tournantes, à travers les escaliers, à travers les ascenseurs, à travers tout ce qu'il y a. Continuellement, la personne handicapée doit vivre dans une espèce d'état de survie. Mais l'homme qui vit dans un contexte de paix croit que l'état de survie est un état de stress. L'homme qui vit dans un contexte de paix est toujours stressé. Mais l'homme qui vit en état de survie est rarement stressé. Il n'a pas le temps d'être stressé. Et l'homme qui vit dans un contexte de survie apprend à développer ses capacités au maximum pour arriver à être assujetti au contexte extérieur de paix. Et là, il y a un autre handicap. Quand vous regardez un oiseau, est-ce qu'un oiseau, c'est seulement un paquet de plumes colorées? L'homme qui a des yeux ne peut voir l'oiseau. Il est handicapé. On va penser que l'aveugle qui entend l'oiseau va s'imaginer l'oiseau. Et évidemment, l'imagination qu'il aura de l'oiseau ne ressemblera à rien avec l'oiseau. Mais est-ce qu'il est si différent de celui qui voit l'oiseau dans ce qu'il croit être l'oiseau? On regarde un arbre et on pense que l'arbre est un paquet d'écorce et un paquet de bois et de feuilles. L'handicapé visuel devra toucher l'arbre. Et il se rapprochera beaucoup plus de la connaissance authentique de l'arbre que celui qui a le handicap de voir clair. Est-ce que, Daniel, tu parles d'animaux? En tout cas, ma première perception, ce serait que les animaux, on dirait qu'il y a moins d'handicapés au niveau des animaux. Ou est-ce qu'il y a déjà une présélection qui se fait à la naissance parce qu'ils sont en survie? Non. Il y a un karma. Les animaux qui vont subir des handicaps à leur naissance sont des animaux qui vont vivre surtout en troupeau. Les animaux qui vont vivre ensemble, en société organisée, et qui auront de certaines formes de karma très mineures au niveau de l'égrégore de race, de groupe, au niveau de l'esprit de groupe qui maintient le troupeau ensemble. Les esprits de groupe, il y en a chez les animaux, mais il y en a aussi chez les êtres humains. Et l'esprit de groupe d'une société est celui qui régit la distribution du karma de la société. Et c'est normal que tu aies plus d'handicapés chez l'être humain parce que l'être humain a une société qui permet l'handicap. Elle a une société qui oblige l'handicap et qui permet l'handicap. On n'essaie jamais d'éliminer l'handicap. On essaie, même si on pense que la médecine essaie de le faire, la médecine n'essaie pas de le faire. C'est-à-dire que certains médecins vont essayer d'éliminer, mais sans comprendre la réelle étendue du problème, donc on ne prend jamais le problème par son fondement. Donc le handicap chez l'homme, on le nourrit, on n'essaie pas de l'éliminer. Premièrement, l'homme est capable de permettre à un être difforme de vivre, ce qui fait que déjà là, on a plus d'handicap chez l'homme. Et c'est normal que l'homme ait une science et un contexte psychologique qui accrédite le fait qu'on fasse vivre un enfant qui normalement n'est pas viable, parce que inconsciemment, il permet à cet enfant d'accepter le karma de la société. Donc l'homme se soulage. C'est aussi la même raison qui va permettre à la société de refuser l'euthanasie dans des cas absolument évidents. Et je ne veux pas reparler de l'euthanasie, disons, ce soir, mais il y a plusieurs personnes qui sont handicapées cérébralement ou qui sont handicapées de d'autres façons, et la société va permettre leur survie, et donc, automatiquement, on agrandit le nombre d'handicapés. Maintenant, les handicapés ont
de plus en plus tendance à vouloir, à ne plus rechercher la normalité, mais ils ont tendance à vouloir créer leur propre normalité, ce qui est normal. Lorsqu'une personne devient suffisamment intelligente et lorsqu'une personne vit en troupeau, il faut que le troupeau devienne suffisamment intelligent. Ce n'est pas un individu à travers le troupeau qui devient intelligent, qui change de quoi. Donc, les handicapés, à un moment donné, comme les femmes ont fait à un moment donné, les handicapés sont arrivés à un point où ils ont décidé de ne pas être comme tout le monde, mais de vivre dehors comme tout le monde. Alors, ce n'est pas d'être normal, c'est d'être leur normalité. Et moi, je suis en chaise roulante, et puis merde, je vis dans une société, je paie le karma de la société, ben vous allez me bâtir des trottoirs pour que je puisse marcher dessus. Vous allez me bâtir des endroits où je peux stationner en auto. Puis vous allez vous organiser à un moment donné pour en payer une part de votre karma collectif. Pas toujours les handicapés qui ont le payé. Et ça, c'est inconscient chez l'handicapé, mais c'est une marque d'évolution terrible du handicap. Les femmes sont combien nombreuses dans une société? Et dans la majorité des sociétés qui sont industrialisées, nord-européennes et nord-américaines, les femmes ont pris combien d'années avant d'arriver à sortir dehors pour pouvoir devenir normales selon ce que la femme doit être normale, et non pas selon ce que normal comme l'homme. Ça leur a pris du temps et ils étaient massives. La femme, elle vit dans un contexte de paix. Paix assurée par le mari qui travaille, ou paix assurée aussi par la collectivité. On a la police, on a les pompiers, on a ci, on a ça, on a ça. Ce qui fait qu'achète pas d'assurance contre le feu, tu es assuré par les pompiers. Bon. Dans un contexte de paix où tu réfléchis plus. Mais les handicapés ont pris beaucoup moins d'années et ils étaient beaucoup moins nombreux pour arriver à décider de transformer la société. Les handicapés vivent dans un monde de guerre. C'est pas un monde de guerre destructif, mais c'est un état de survie. État de survie qui devrait être cultivé chez l'homme. Et l'état de survie qui devrait être cultivé chez l'homme n'a rien à voir avec l'état de compétition qu'on laisse cultiver chez l'homme. La compétition engendre la guerre. La survie n'engendre jamais la guerre. Parce que lorsque tu vis dans un contexte où tu dois survivre, tu dois apprendre, et veux pas, tu apprends à connaître les lois de la survie. Et l'homme qui se groupe survit beaucoup mieux. Mais l'homme qui compétitionne devrait se diviser pour être meilleur. Et lorsque tu vis dans un contexte de survie, tu es toujours à la recherche d'un raffinement de l'expression de tes énergies, qu'elles soient corporelles, vitales, psychologiques ou mentales. Et lorsque tu vis dans un cadre de paix, tu es réellement handicapé parce que tu ne recherches rien de plus. Qu'est-ce qu'on recherche dans un cadre de paix? Premièrement, assurer la paix et deuxièmement, avoir un meilleur bien-être. Avoir un meilleur bien-être. Mais si on observe simplement le contexte dans lequel on vit, même les pauvres, même les assistés sociaux, ben un meilleur bien-être, ils en ont déjà un bien-être qui est suffisamment important pour les empêcher d'évoluer. Et leur évolution, c'est de rechercher un meilleur bien-être, qu'il soit dans le domaine de l'ésotérisme, le meilleur bien-être, dans le domaine de la conscientisation, c'est fait, ou dans le domaine de la religion, dans le domaine de la matière. C'est le même maudit phénomène qui amène l'être humain, l'être évolutionnel, à ne plus évoluer, à rechercher une espèce de rassurance que son contexte extérieur de paix va continuer, va se poursuivre. Mais comme l'homme est toujours impatient, parce que l'homme est handicapé et l'homme ne voit rien, ben l'homme trouve que sa paix devient plate. Alors, ou il essaie d'avoir une paix plus paix, ou il rentre en guerre pour faire un contraste. La question de survie n'amène jamais la guerre. Mais l'homme pacifique, l'homme qui vit en paix, ne recherche plus la survie. Il veut vivre. Mais il ne vit même plus, car tu vis lorsque tu goûtes la vie. Tu ne vis pas lorsque tu ne vois pas la vie passer. Hein? Combien de personnes peuvent se rappeler de moments dans leur vie où réellement ils ont vécu intensément? Bon, il n'y a pas beaucoup de fois. Il y a une fois, lors d'un accident, ça t'est resté en mémoire, mais tu survivais. Il y a un moment donné où tu as découvert un nouveau pays parce que tu étais en voyage, tu survivais, parce que tu étais attentif à tout. Il y a différents événements où, à un moment donné, tu étais un autre, tu étais un surhomme ou une surfemme, et tu étais anormal. Tu étais attentif à tout. Tu étais dans un état de survie. Et ces moments-là, tu t'en souviens. Tout le reste, réellement, n'a pas été vécu intensément. Il a été passé comme existence. Même si l'homme dit « j'existe », souvent ceux qui existent et ceux qui se plaignent d'exister vivent souvent plus que ceux qui croient vivre. L'handicapé de naissance est une personne qui a comme travail, comme fonction, et ça ne regarde pas ça ne regarde pas son accord, ça ne regarde pas l'expression de ses volontés, c'est simplement l'expression de la volonté de la société. Et il est là,
il a un handicap à la naissance pour absorber les effets en retour de la société. Il a un handicap parce que sa mère se droguait, donc c'est la société qui a permis différentes choses au cours de différents temps. Donc, il devra assumer le karma de la collectivité, ainsi que les parents, ainsi que la société lorsque les parents ne veulent pas. Si tu deviens handicapé suite à des maladies, cela peut être suite à un manque de formation de ta part. Les personnes âgées, souvent, qui sont en pleine forme, vont laver leur plafond, vont laver leur mur, vont descendre un bibelot, ils vont glisser, ils vont se fracturer la hanche. Et suite à cette fracture de hanche, elles vont passer le reste de leur jour couchées. Si elles auraient préparé leur corps physique lorsqu'elles étaient jeunes, rendues à l'âge où elles ont vécu l'événement, elles n'auraient pas eu à subir ce karma. Karma qui leur est remis. Karma individuel. Chaque fois qu'une personne a un accident et qu'il est laissé à lui-même lors de cet accident, c'est-à-dire que si tu reçois une balle perdue, ça peut être autre chose, mais si c'est un accident de chasse que toi-même tu te descends un pied, comme j'ai déjà vu à un moment donné une personne qui s'est payé un très bon karma, elle se couchait et chaque soir, elle voyait une main se promener dans sa chambre, en haut de son lit. À un moment donné, elle avait lu effectivement plusieurs choses sur les sciences occultes et elle avait extrêmement peur. Et il est venu un temps où elle se réveillait toujours lorsque la main se promenait en haut de son lit. Mais elle ne s'est jamais rendue compte qu'elle se réveillait toujours pour voir la main. Et si elle aurait dormi, elle n'aurait pas vu la main. Lentement, elle se bâtissait son karma. Et elle était tellement manipulée par elle-même, évidemment, elle avait peur, elle avait lu, elle savait que ça se pouvait, elle ne voulait pas en voir, même si elle voulait en voir, ce qui est la normalité. À un moment donné, elle s'est couchée avec un 12 pour pouvoir descendre la main. Et cette nuit, une nuit par après, elle s'est réveillée, elle a vu la main qui se promenait encore au pied de son lit. Elle a pris son 12, elle a tiré la main. Depuis ce temps-là, elle se promène avec un pied en moins. Et c'est une histoire qui est véridique. Bon. Alors, la personne, elle a bâti un karma, elle a payé son karma. Et ça paraît exceptionnel, mais il y en a énormément d'exemples de personnes qui ont bâti eux-mêmes leur propre karma. Et elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est le gros problème. Tu es handicapé, première question que tu te poses, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Parce que qui que ce soit qui devient handicapé alors qu'il est né en santé va se demander pourquoi moi. Et la collectivité va répondre pourquoi pas toi. Inconsciemment, on va dire, ah, mais je le sais pas, c'est vrai que c'est injuste. Ça aurait été bien plus juste que le gars qui est en prison pour meurtre, lui, devienne handicapé. Mais on ne connaît rien à rien. Le gars qui est en prison pour meurtre paye déjà son karma. Hein? Il a déjà un karma à payer. Et surtout qu'il a été manipulé par la société. Il a eu la possibilité de commettre un meurtre. Il a été éduqué dans ses possibilités. Et il a commis quelque chose. Il a simplement exaucé le vœu secret de la société. J'ai déjà dit qu'un gouvernement avait comme première fonction de conserver l'État collectif qui nécessite ce gouvernement-là. Il en est de même pour n'importe quelle fonction publique. Il en est de même pour la police, qui a comme première fonction de nécessiter la police. Il en est de même pour les forces armées, qui ont comme fonction de nécessiter les forces armées. Alors tu ne régleras jamais un problème avec un organisme qui a comme fonction de rester là. Si on n'a plus besoin de police, on élimine la police. Donc la police a comme aussi un rôle qui est occulte par rapport à la société, de s'arranger pour rester là. On le voit plus au Mexique, où ce que la police va te mettre de la drogue dans tes poches pour t'arrêter après. Mais partout ailleurs, on le voit moins, mais les lois sont les mêmes. Alors, dans la société, la personne qui naît handicapée absorbe le karma collectif pour permettre aux anormaux évoluer, de poursuivre leur évolution. Et celui qui devient handicapé suite à lui-même, c'est simplement qu'au cours du laps de temps qu'il a passé sur la planète, il ne s'est pas servi de ses possibilités pour améliorer ses possibilités. Tu reçois une balle perdue plus souvent qu'autrement, c'est de ta faute. Tu es attaqué plus souvent qu'autrement, c'est de ta faute. Tu as n'importe quel genre d'accident plus souvent qu'autrement, c'est de ta faute. Et si tu deviens handicapé par maladie ou par accident plus souvent qu'autrement, c'est parce que le laps de temps que tu as passé sur la planète, tu ne t'en es pas servi pour t'améliorer.
La personne qui est obèse, elle ne se sert pas de son temps pour se transformer. La personne qui fume, elle passe son temps à se détruire. Et le karma peut apparaître de différentes façons, de plusieurs façons. Et la personne qui fume absorbe déjà, non, outre la fumée et toutes les cochonneries qui y sont reliées, le karma de la collectivité, parce que c'est la collectivité qui permet de fumer. On développe des karmas dans une collectivité d'une façon extraordinaire, et c'est pourquoi, à un moment donné, ces villes, ces centres de karma noir doivent être détruites. On a différentes régions sur la planète qui sont des régions absorptrices de karma. On a l'île de Pâques, qui absorbe toutes les ondes maléfiques qui sont émises par des sorciers ou par des magiciens noirs. Lorsque c'est émis vers quelqu'un ou vers une collectivité, une société ou quoi que ce soit, et que ça n'atteint pas son but, pour éviter que ça dynamise une force noire de l'astral qui va finir par amener un karma très, très dangereux sur la planète, c'est absorbé par les antennes qui se trouvent sur l'île de Pâques, en l'occurrence les statues. On a d'autres régions planétaires qui ont comme fonction d'absorber. Les karmas physiques, les karmas de guerre sont absorbés surtout par la pyramide de Khéops, de Képhren et de Mykérinos dans la vallée des rois près du Nil en Égypte. On a plusieurs autres endroits, je le dis bien. On en a un au Québec qui a comme fonction principale d'absorber le karma des entités qui vont s'efforcer de nuire à l'évolution de la 6e race mère qui va naître surtout dans les territoires ouest-nord du Québec. Et cette région, évidemment, elle est dans l'est. Et les personnes qui restent près de Matane pourraient, juste avec ce que je viens de dire, facilement localiser la région. Elle est souvent encerclée par les forces armées américaines et canadiennes qui, supposément, font des manœuvres. Et on a des noms qui ont été donnés. Encore là, je révèle des choses qui n'ont jamais été dites, mais des noms qui ont été donnés par les Templiers, par l'ordre du Temple, et non pas par les Templiers d'aujourd'hui. Je parle bien des Templiers du Moyen Âge, qui ont été une immense société secrète et qui, eux, avaient comme fonction d'essayer d'absorber le karma de la chrétienté pour permettre à la chrétienté de continuer à vivre. Et ils ont réussi d'une façon très magistrale, car c'est le pape et les rois qui ont été bénis par les papes, qui ont massacré les dirigeants des Templiers et qui ont fait disparaître l'ordre au complet. On sait que l'ordre du Temple, qui avait comme mère, comme telle Marie, comme maîtresse principale Marie, adorait souvent une tête de mort. Elle adorait Saint Joseph, elle adorait différentes autres choses, et c'est pour ces raisons que le pape et les différents rois d'époque ont décidé d'exterminer l'ordre du Temple, qui avait une armée suffisamment puissante pour balayer l'Angleterre et la France. L'ordre du Temple avait un immense trésor, et ce trésor a été enfoui. A été enfoui à un endroit où jamais l'humanité ne va penser à les fouiller. On a fouillé tous les châteaux construits par les Templiers et par les francs-maçons, et on a trouvé des trésors de Templiers qui étaient extraordinaires. Le trésor, qui est toujours recherché par certains chercheurs de trésors, dont Robert Charroux et d'autres, est un trésor qui est suffisamment grand pour permettre d'acheter la planète au moins 2 fois. C'est-à-dire que si tu prends possession de ce trésor, tu peux acheter tout ce qui se vend sur la planète, y compris les gouvernements et les compagnies. Et ce trésor, évidemment, a été recherché longtemps. Certaines personnes ont pu puiser à même ce trésor lors de certains voyages, en l'occurrence Christian Rosenkreuz, le comte de Saint-Germain, et d'autres individus. Ce trésor se trouve caché dans un endroit où les Templiers n'ont supposément jamais été. L'ordre du Temple avait comme fonction d'absorber le karma négatif de la chrétienté pour éviter que trop de papes fous arrivent à la tête. Et on a eu des papes légèrement fous. On a eu aussi des prêtres légèrement fous et on a eu du public légèrement fou, des fidèles. Ce trésor, cet endroit qui est dans un lac qui porte le nom du lac du diable, lac de Marie, on a la rivière aux enfers qui mène là. Si on regarde dans la tradition du Québec, on a des noms algonquins, on a des noms iroquois, des noms qui ont été donnés par les 6 nations iroquoises, qui vont traduire les mêmes choses. Alors, on a un nom algonquin qui, traduit en français, parle aussi du lac des misères noires. On a un nom iroquois qui parle de la montagne des maléfices.
Et toutes ces régions-là portent des noms typiquement templiers. Et dans cette région-là, qui est plus localisée sous le mont Chic-Choc en Gaspésie, et Chic-Choc est un nom indien qui veut, par traduction, parler aussi de maléfice, on a souvent des soucoupes volantes qui sont aperçues au-dessus de ces régions, et certaines régions de ce parc sont interdites au vol des avions parce que ça coûte trop cher aux compagnies aériennes. Les avions qui s'écrasent coûtent très cher. Et les forces armées sont souvent en manœuvre dans ces régions-là. Cette région des montagnes Chic-Choc, qui sont très grosses, et je ne localiserai pas trop, c'est suffisant pour ceux qui voudraient fouiller un peu, sont une région qui est, si on regarde par rapport à la géographie québécoise, très handicapée de par sa naissance. Et elle est handicapée pour absorber. Et c'est dans une des régions du Québec que le trésor, disons des Templiers, le trésor qui pourrait permettre d'acheter la planète au moins 2 fois, et je n'exagère pas, se trouve. Maintenant, ce trésor est évidemment protégé par, et les Templiers ne sont pas fous, ce trésor permettrait à une entité hautement évoluée de pouvoir accomplir dans la matière ce qu'il a à accomplir dans la matière. On ne prend pas de l'argent pour être riche. On a besoin d'argent lorsqu'on a des projets. Et ces projets doivent être menés par l'intelligence. Et ce trésor est protégé par tout ce qui est anti-évolutif au Québec. Donc, tous les phénomènes énergétiques qui essaient d'empêcher la conscientisation dans le Québec se rassemblent en masse dans ces régions où il sera absorbé par les énergies templières placées dans cette région. Et dans cette région se trouve aussi ce trésor qui ne pourra être découvert à un moment donné que par un homme ou une femme, par une entité suffisamment vibratoire pour pouvoir dominer les forces maléfiques qui nuisent au Québec. Donc, le handicap géographique est une chose. Un handicap géographique va être l'apanage de volcans, l'apanage de tremblements de terre et l'apanage aussi de différents phénomènes qui vont permettre l'absorption d'énergie karmique. L'handicapé physique, l'handicapé humain, ne souffre pas plus qu'un autre. Il ne souffre plus qu'un autre que s'il est éduqué à souffrir plus qu'un autre. Dans une famille aristocratique, si un enfant n'a rien comme vibration d'aristocratie, si on l'éduque à devenir aristocrate, et s'il ne peut pas le devenir, et qu'on le culpabilise continuellement parce qu'il n'est pas comme les aristocrates, il est donc handicapé dans la société aristocratique et il souffrira. Et si on prend un handicapé auditif, olfactif, au niveau de la parole, au niveau visuel, au niveau des membres, etc., et qu'on essaie continuellement de l'intégrer à notre société normale, on ne fait que lui prouver que c'est un imbécile, qui est anormal, qui ne peut pas rien faire, puis qui ne peut pas rien faire parce qu'il est handicapé, nous autres, on va l'aider. Quand ça va nous tenter, parce qu'on n'est pas patient. Alors, de temps en temps, si l'handicapé peut voter, on bâtit des choses pour lui faire plaisir, pour attirer son vote, mais on ne fout rien d'autre. Mais l'handicapé ne souffre pas plus. Il n'a pas à passer par un monde plus souffrant. Il ne paie pas plus de karma individuel qu'un autre. Toi, tu paies ton karma collectif comme l'handicapé, mais l'handicapé a, de par sa naissance, surtout l'handicapé qui sera de naissance, lui a à absorber une lignée génétique d'handicap. La personne qui a une maladie congénitale, la personne qui a une malformation congénitale, absorbe dans son sein une lignée génétique qui est handicapée. De par ce fait, elle permet à la descendance, la lignée sanguine, de pouvoir continuer à avoir des enfants qui, normalement, ne devront pas être handicapés parce que pour un certain laps de temps, la majorité des ondes d'handicap ont été absorbées par un individu qui vient de naître. Mais l'individu ne paie pas son karma, l'individu évolue comme n'importe quel être humain qui évolue, mais l'individu a comme sainteté, si on pourrait dire, le fait qu'il absorbe le poids des autres. On n'aura pas idée, disons, de grouper 10 personnes qui ont la grippe ensemble, mais comment ça se fait qu'on le fait, disons, ce groupement au niveau des handicapés? Comment qu'on pourrait utiliser leur subtilité? Parce que souvent, à cause de leur handicap, ces gens-là ont des talents ou ont développé des choses. La société a créé ces handicapés. Je ne dis pas nécessairement que la société a créé la personne qui lui manque une jambe, mais elle a créé le fait qu'il est handicapé. C'est-à-dire, elle lui a limité
les possibilités d'expression dans la société. Elle essaie, la société, présentement, légèrement de régler un peu ce problème. Mais l'être handicapé est handicapé simplement parce qu'il ne peut s'exprimer dans la société. Tu es sourd et tu apprends à parler avec les mains. Mais si tout le monde parle avec les mains, où est ton handicap? Tu n'es pas handicapé. Tu es handicapé parce que tu ne peux communiquer. Tu es handicapé parce qu'il te manque des bras ou une jambe et qu'il n'y a pas de travail pour toi et qu'il n'y a pas d'accès pour toi et qu'il n'y a pas toutes les facilités pour toi comme tout le monde. Et là, tu es handicapé. Tu es handicapé seulement pour ça. Tu es extrêmement génial et tu ne peux t'exprimer, tu es handicapé. Tu vas te suicider, tu vas devenir fou, tu vas être malheureux le restant de tes jours, tu vas souffrir autant que n'importe quel handicapé physique. L'handicap n'existe pas de par la naissance. La personne qui a une déformation génétique lors de sa naissance a comme fonction d'absorber le karma involutif de la collectivité. Mais il n'est pas handicapé. Nous, on le voit handicapé, et celui que l'on voit handicapé a comme fonction, de par sa naissance, l'absorption de karma négatif. Le Nazaréen était handicapé de par sa naissance, mais le Nazaréen, à un certain stage, a eu des vibrations suffisamment hautes pour que le corps et les vibrations lui ont été données par les vibrations de sa mère et de son père, qui étaient des initiés esséniens. Mais il a eu un corps, mais de par sa structure moléculaire atomique, il était handicapé, de par ce fait qu'il devait supporter le karma des autres. Et il a suffisamment supporté le karma de tout le monde pour pouvoir éliminer suffisamment de karma à l'extérieur de lui, pour pouvoir permettre la descente chez lui d'une entité suffisamment supérieure qu'on appelle le Christ. Et là, lui a pu accomplir ce qu'il avait à accomplir dans un monde suffisamment dékarmatisé. Présentement, les handicapés physiques, et quand je parle physique, intellectuel, c'est physique, le cerveau, les handicapés tout court, de par leur naissance ou de par leur maladie congénitale, ce qui revient à la même chose qu'à la naissance, même si c'est temporisé, ceux-là absorbent le karma de la collectivité. Leur évolution, elle est similaire à l'évolution de n'importe qui, sauf qu'ils sont dans un cadre où ils peuvent évoluer plus rapidement que n'importe qui, parce qu'ils sont anormaux dans la société de normaux. Si on fait un parallèle, Daniel, dans les cours que tu donnes où l'accent est mis quand même beaucoup sur l'aspect physique au départ, il n'y aurait aucun problème à ce qu'un handicapé puisse suivre ces cours-là, finalement. Non, parce que la personne qui a 2 jambes doit apprendre à se servir de ses 2 jambes. La personne qui a une jambe doit apprendre à se servir de sa jambe. Et la personne qui n'a pas de jambe ne peut pas apprendre à se servir de ses jambes. Alors on est suffisamment intelligent pour ça. Mais la personne qui manque 2 jambes, la personne qui est sourde ou n'importe quoi, si elle ne peut pas se relaxer, ce n'est pas parce qu'il lui manque une jambe qu'elle ne peut pas se relaxer. Ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose qu'elle ne peut pas apprendre à bien respirer. Ce n'est pas parce qu'elle a des maladies qui vont l'amener à un moment donné à une mortalité. Tout le monde est malade vers la mortalité. Tout le monde va mourir d'une maladie qui s'appelle la leucémie, le cancer ou le vieillissement. Tout le monde est malade quand même. Alors ce n'est réellement pas une limite à l'exploitation des affinités sensorielles et des possibilités énergétiques que tu as. Ce n'est pas parce qu'il te manque un organe physique que tu ne peux pas mentalement ou psychologiquement augmenter ton taux vibratoire pour entrer en contact avec des énergies qui vont te permettre à un moment donné de laisser ton corps et d'en prendre un qui va pouvoir te permettre d'aller encore plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle est handicapée dans son évolution. Je le répète, la personne qui est handicapée, de par le handicap des normaux, elle a souvent plus de possibilités d'évoluer que la normalité. Parce que la normalité étant normale, elle se complaise dans sa normalité et elles n'ont pas de défis à relever quotidiennement et elles n'évoluent pas aussi rapidement que l'handicapé illusoire qui, lui, a des défis à relever continuellement. Donc, il doit travailler au maximum ses possibilités pour arriver à être encore mieux. Donc, il veut être plus efficace. Et ce n'est pas l'apanage des normaux qui se contentent très facilement de la piètre efficacité. L'handicapé réel au niveau de l'évolution, c'est l'homme, c'est la femme qui n'arrive pas à se servir de ses capacités, de sa pleine capacité pour l'augmenter. Tu es bien physiquement, tu as des bons muscles, c'est pas parfait. Et dans 15 ans d'ici, tu ne vas être que comme tout le monde, tu vas être en état de regretter ce que tu as déjà été, ce que tu vas appeler avec nostalgie le bon vieux temps. Mais le bon vieux temps est une foutaise, mais arrange-toi pour que le bon vieux temps reste toujours le bon temps. Puis mets-toi en forme et en santé. On a des handicapés qui font des marathons et qui font des olympiques. Et ces handicapés-là, où ils sont handicapés?
parce qu'ils n'ont pas de jambes, parce que la société leur permet d'être handicapés. Mais dans une société d'aveugles, qui est handicapé? Personne. Mais dans une société où l'on privilégie celui qui voit par les yeux, mais où l'on ne privilégie pas celui qui voit par l'âme ou par l'esprit ou par le mental, ceux-là sont handicapés. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça, justement, des télétons et des marathons où on met en relief l'handicapé? On met en relief l'handicapé, mais l'handicapé s'en fout, l'handicapé en profite pour arriver à s'exprimer. Et de cette façon, c'est extraordinaire. De cette façon, cela ne nuit à rien. L'handicapé n'a aucun problème. Vous me regardez, vous me trouvez bien bizarre, m'envoyez 3-4 piastres pour rassurer votre conscience. Aucun problème. J'absorbe votre karma. Donnez-moi suffisamment d'argent pour aller en cours. Après ça, vous allez absorber votre...